Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier préféré de la région lyonnaise. J'espère que vous êtes en excellente santé, que vous êtes content et confortablement installé en regardant cette vidéo. N'oubliez pas votre café, votre thé ou bien votre verre de Beaujolais, pas nécessairement du Beaujolais nouveau, pensez par exemple aux grands crus, tels que le moulin à vent ou le chirouble, à consommer sans modération bien entendu. Bon, je dis pas ça pour faire de la publicité pour le sang du Christ, hein, mais plutôt pour parler ici d'une personnalité qui est plutôt en rapport puisque je vais parler d'une religieuse, et cette personnalité c'est pas n'importe laquelle, il s'agit de Marguerite Douin. Marguerite Douin, dont j'ai déjà évoqué le nom dans une précédente vidéo concernant le village d'Ouin d'où elle est native, sans qu'on en connaisse pour autant la date de naissance, est une religieuse mystique et écrivaine qui a laissé un ouvrage en latin, deux autres en langue franco-provençale et de nombreuses lettres. Elle est issue de la famille seigneuriale d'Ouin en Beaujolais qui s'éteindra en 1382 faute d'héritier mâle. Elle était la plus jeune fille de Guichard IV, seigneur d'Ouin, dont trois de ses filles devinrent moniales. Rappelons que le village d'Ouin, situé sur une colline surplombant la vallée de la Zergue au nord-ouest de Lyon, ne faisait pas encore partie du Beaujolais au Moyen Âge, mais de la province du Lyonnais, détenue par les comtes archevêques de Lyon. Les seigneurs d'Ouin ont joué pendant plusieurs siècles un rôle non négligeable, et leur apogée se situe au XIIIe siècle, au moment où vivait Marguerite d'Ouin. Se sentant appelée par Dieu, alors jeune, elle quitta définitivement Ouin et fit profession dans l'ordre des Chartreux. À cette époque, seules des jeunes filles issues de la noblesse y étaient admises. Dès 1288, elle devient la quatrième prieure de la Chartraise de Poltin, située près de Mionnay dans la Dombe, soit dans l'actuel département de l'Ain. Cette maison avait été fondée en 1238 par Marguerite de Bâgé, mariée en 1218 à Humbert V de Beaujeu, ou Humbert Ier en Dombes, pour des moniales qui vivraient selon les coutumes des Chartreux. Il n'en subsiste aujourd'hui qu'un seul bâtiment. Il faut dire que le mari de Marguerite ne prenait pas la foi religieuse à la légère et n'était pas du genre à faire preuve de finesse quand il fallait transiger avec elle. Humbert V de Beaujeu, effectivement, était connu pour être un remarquable homme de guerre, mais particulièrement cruel, notamment en ayant participé à la croisade contre les Albigeois de 1226 pour le compte de son cousin germain, le roi de France Louis VIII. Croisade où il s'illustrera en pratiquant la politique de la terre brûlée, mais aussi de l'albigeois brûlé, en faisant exécuter un très grand nombre d'entre eux. On lui prête également un rôle dans la lutte qui a opposé le pape Innocent IV à l'empereur du Saint-Empire Frédéric II. Et enfin, il a participé en tant que connétable à la 7e croisade en compagnie de Saint Louis avant de mourir en 1250. Un joli CV en la matière. Revenons à Marguerite. Celle-ci passa par les étapes successives du postulat, du noviciat et de l'approbation avant de prononcer les vœux perpétuels. Marguerite devint elle-même prieure de la Chartreuse de Poltin à la mort de Jeanne de Beaujeu, la fille de la fondatrice. Elle le resta pendant 22 ans. C'est là qu'elle mourut en 1310 et qu'elle fut enterrée sans cérémonie et sans cercueil. Une vie d'austérité qui colle avec l'esprit des Chartreux, dont l'ordre a été fondé en 1084 par saint Bruno et 6 compagnons, prenant le nom du massif de la Chartreuse au nord de Grenoble. La vie, les coutumes et l'histoire de l'ordre sont indissociables de celles de sa maison mère, le monastère de la Grande Chartreuse, situé dans les environs de Saint-Pierre de Chartreuse en Isère. Chaque maison est dirigée par un prieur, élu par la communauté ou désigné par les instances supérieures de l'ordre. Précisons qu'il n'y a pas d'abbé en Chartreuse et qu'il est donc inapproprié de parler d'abbaye à propos des maisons de l'ordre. Cet ordre est un des plus austères. Les religieux observent une clôture perpétuelle, un silence presque absolu, de fréquents jeûnes et l'abstinence complète de viande et ne reçoivent la visite de leur famille que 2 jours par an. Cette vie monacale n'aurait rien eu d'original si Marguerite n'avait pas consacré une bonne partie de son temps à l'étude et surtout à l'écriture, à une époque où bien peu de femmes étaient capables d'écrire. Avec Marie de France, Marguerite Porrette et Christine de Pisan, Marguerite Douin est une des premières écrivaines dont on ait trace en France. Sans surprise pour l'époque, ses écrits sont tous mystiques. 3 de ses œuvres ont été retrouvées, notamment les Méditations, écrites en latin en 1286, dans lesquelles Marguerite reprend ses thèmes favoris. La plupart des humains se conduisent mal et se montrent ingrats vis-à-vis de Jésus qui a souffert et est mort pour eux,
Les religieux n'y sont pas épargnés, eux qui somnolent aux offices et qui préfèrent aller à table qu'à matine ou à la messe, eux aussi risquent de se retrouver en enfer, que Marguerite décrit d'une façon terrifiante. Ce thème est le même que celui que Dante, le grand écrivain italien, développait à la même époque dans son livre L'Enfer, qu'il décrit sous la forme de cercles. Les cercles de l'enfer sont 9 zones circulaires concentriques et superposées constituant l'enfer imaginé par Dante Alighieri et décrit dans la première partie de la Divine Comédie. Dans chaque cercle sont punis ceux dont la vie fut entachée d'un type bien défini de péché. C'est dans le deuxième cercle que chaque âme damnée se présente devant Minos, juge des enfers, afin de se confesser et, en fonction du péché, ce dernier envoie l'âme vers le lieu qu'il convient dans l'enfer. Ici, en l'occurrence, le péché de chair, où le sort des luxurieux est d'être balayés par des vents sans relâche, tandis que les coupables du péché de gourmandise sont envoyés au troisième cercle détenu par Cerbère, où ils sont immergés dans la boue sous une pluie et une grêle sans fin, puis mordus et griffés ad aeternam par ce dernier. Mais Marguerite est surtout connue pour avoir été le premier écrivain, ou la première écrivaine, du moins recensée par l'histoire, en franco-provençal, la langue parlée alors dans la région, en étant également l'auteur de 2 longs textes particulièrement remarquables écrits dans cette langue, le Livia Seiti Beatrix, Virgina de Ornaciu, une hagiographie de Béatrice d'Ornacieux, moniale de Parménie, et le Speculum, c'est-à-dire le miroir, un genre littéraire néo-Moyen-Âge désignant des ouvrages destinés à conseiller son lecteur sur des questions morales, où elle reprend 3 visions mystiques. Le franco-provençal est une langue parlée en France, en Suisse et en Italie. Cependant, l'expression peut induire en erreur, car il ne s'agit absolument pas d'un mélange entre le français et le provençal, simplement cette langue est parlée dans une zone située entre les deux, si bien que certains lui préfèrent le terme de roman, d'autres militeront plutôt pour le terme d'arpitan. Cependant, il s'agit bel et bien d'une langue bien distincte, bien que celle-ci intègre des éléments des langues d'oïl du Nord et d'occitan du Sud, tout en intégrant d'autres éléments germaniques ou italo-romans. Béatrice d'Ornacieux, née en 1260 et morte en 1303, est une chartreuse fondatrice d'un monastère dont le culte sera confirmé au XVIIIe siècle avant d'être elle-même béatifiée par le pape Pie IX en 1869. Il s'agit également d'une mystique souvent représentée tenant un clou ou l'enfonçant dans sa main gauche avec un marteau pour partager les douleurs du Christ crucifié. Ces œuvres mystiques, connaissant l'approbation du chapitre général de l'ordre chartreux, si bien que même contrairement à ses volontés, ces écrits furent plus tard diffusés par ses supérieurs dans l'ordre des Chartreux pour l'édification des moines. Ils sont pratiquement les seuls éléments qui nous permettent d'affirmer son existence, ou presque. Le chœur de l'église d'Oing comprend en effet 8 culots sculptés représentant des visages. Ils sont identifiés avec ceux des membres de la famille de Guichard IV d'Oing, le père de Marguerite, dont on connaît la composition grâce au testament de Guichard IV conservé aux archives nationales. D'après cette interprétation traditionnelle, le 7e visage, en partant du nord, pourrait être celui de Marguerite. Il s'agirait alors d'un rare exemple de portrait de la sculpture religieuse gothique. Vénérée localement jusqu'à la Révolution française, Marguerite n'a cependant été ni canonisée, ni même béatifiée officiellement. Et même si cette figure précède de quelques siècles le sujet d'une exposition qui a eu lieu au musée du prieuré de Salard-Buissonnat en Beaujolais, je pense qu'il peut être intéressant qu'on se souvienne de celle qui fut la première écrivaine en franco-provençal, au même titre que Manon Roland, Anne-Marie-Louise d'Orléans et Anne de Beaujeu. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai tenu à cœur de traiter ici d'une personnalité qui n'était pas si connue que ça. Après tout, Marguerite Douin n'est pas forcément un personnage dont on sait beaucoup de choses, mais il est intéressant de parler un petit peu de ces femmes de l'ombre, notamment donc des femmes du Moyen-Âge, qui, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, étaient loin d'être particulièrement stupides et cantonnées à des activités domestiques. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite, comme à mon habitude, une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, mais tout en faisant attention, bien entendu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!